Bonjour. Je vais prendre ça. Merci. Bonjour, je m'appelle Kevin Laplège. Je suis jardinier avant tout, naturaliste. J'ai commencé à travailler J'ai commencé à me former en 2014 après avoir passé 10 ans à travailler dans le théâtre à Nantes. Entre autres, je suis parti de Nantes pour travailler chez des maraîchers, chez des jardiniers qui avaient des grands jardins, pour des communes à faire l'entretien sur le bord des chemins, apprendre à me servir d'une débroussailleuse. Puis j'ai fait une formation dans le Limousin, à Limoges, une licence pro en aménagement paysager. J'avais Gilles Clément ou Hervé Covès en intervenant. Et j'ai appris à jardiner chez une dame qui s'appelle Thérèse Lemaignan, qui avait un jardin semi-sauvage de 14 hectares, où elle m'a passé un peu la notion, donc elle appelait ça un jardin semi-sauvage, pour dire qu'il n'y a pas de jardin sauvage, il n'y a pas de jardin naturel, il y a toujours dans un jardin une implication humaine, qu'il faut en être conscient et que ça impose une position d'humilité, d'observation par rapport au terrain sur lequel on s'implante, dans lequel on arrive. Et j'ai gardé, moi, tout au long du coup de ma reconversion et après la création de mon entreprise en 2018, cette notion-là d'arriver, où est-ce que j'arrive, où est-ce que je suis, le jardin dans lequel je vais créer, dessiner, dans quoi est-ce qu'il s'implante, et comment passer, surtout, c'est ce qui m'intéresse dans mon métier, comment passer cette notion-là aux clients quand je travaille pour des particuliers, c'est cette notion d'observation et d'accompagnement en fait d'un mouvement naturel sur le long cours, quoi. Après cette formation là que j'ai faite, je me suis formé aussi à Terre et Humanisme en Ardèche, où j'ai un peu appris ce que c'était que l'agroécologie, comment améliorer en fait les qualités d'un sol sans le déstructurer. Qu'est-ce qu'un sol vivant, qu'est-ce que ça implique comme intervention et parfois comme non-intervention en fait humaine. Voilà, c'est avec toutes ces notions-là que j'avance. Donc voilà un peu le modèle contre lequel je me bats, parce que je suis aussi... c'est pas moi qui l'ai fait. Je suis arrivé, je me suis implanté en presqu'île guérandaise, du coup sur un territoire, surtout après le confinement, un territoire qui a été très prisé, qui n'est pas la ville, où quelque part en fait les gens en ville connaissent plus directement en fait les problèmes de réchauffement, de besoin de verdure. Enfin voilà, il y a un besoin de verdissement, d'amélioration de la qualité de vie. Dans les zones périurbaines ou de lotissement ou de campagnes qui s'étendent, il n'y a pas forcément toujours cette conscience en fait de prendre soin d'un territoire qui à la base est champêtre, bucolique, etc. Mais où en fait la ville avance toujours plus, où les représentations de personnes qui arrivent de la ville empiètent en fait sur un fonctionnement plus ou bocager, agricole ou enfin de gestion d'espaces naturels. Donc je, m- je me bats avant, enfin je me bats. J'essaye de discuter, je me bats pas. Contre, non pas contre. Enfin, j'essaye voilà de voir comment je peux accompagner des besoins humains de maîtrise, de propreté, de peur de l'envahissement par le végétal ou par le vivant, et voilà, et une nature en fait qui irait dans un mouvement plus vertueux, quoi. Ça aussi, du coup, bon, après, j'irai directement à des jardins que j'ai suivis. Euh, du coup, cette envie en fait de nature, de campagne, cet exode un peu vers les campagnes, est accompagné en fait de grands plans de promoteurs qui vendent des images d'une vie où on aurait un jardin. Euh, euh,
bon là c'est à l'extrême vraiment de cette image en fait d'un jardin complètement figé, au contraire de toute vie du sol. Euh, on pourrait être à Beverly Hills. C'est une pub pour un jardin, enfin pour une maison, une construction de maison dans le Morbihan. Euh, on n'y est pas vraiment. Et c'est voilà, j'essaye aussi parce que je peux faire aussi de l'accompagnement ou de la sensibilisation pour des élus, pour des agents des espaces verts, euh, pour le public, quoi. Du coup, d'expliquer en quoi c'est important en fait l'intégration paysagère, la connaissance du sol, où est-ce qu'on est, quelles sont ses manifestations, en quoi c'est important en fait de les connaître pour aussi pouvoir entre guillemets vendre une installation ou proposer en fait une installation à des nouveaux habitants qui ne cassent pas en fait le caractère, l'identité en fait d'un territoire. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que Anne l'a très bien fait. Juste ce que j'explique d'entrée de jeu aux clients que je peux avoir, c'est voilà de quoi est, comment est fait un sol quand il va bien, un sol quand il est vivant, quand il est respecté, et que en général, quand j'arrive sur des sur des constructions récentes, ce qui s'est passé, c'est qu'on a retourné, enfin labouré en fait on a complètement mélangé toutes les couches de sol. On va créer du lessivage et à grande échelle, donc enfin voilà, on est là sur un sol qui est mort, qui est minéral sur le dessus. À grande échelle, voilà ce que ça donne dès qu'il y a en fait une pluie trop violente. À la télé, on nous montre les conséquences, on ne nous explique pas les causes de, de ces résultats-là. C'est vraiment la première chose que je fais quand j'arrive sur un projet, d'expliquer. Donc Anne parlait tout à l'heure des plantes bioindicatrices. Un sol va s'exprimer par le végétal. Si on a de l'oseille, si on a du pissenlit, c'est qu'il y a une raison une raison à ça, quelque part. Un pissenlit va avoir, par exemple, une racine pivot qui va aller très profondément, qui est très costaud, qui va décompacter un sol. Elle a son rôle, il a son rôle à jouer, le pissenlit, lui laisser son cycle pour permettre en fait à l'humus, en fait, à la couche végétale, la possibilité de se recréer et à la vie en fait de revenir sur un terrain, quoi. Bon, je passe parce que j'avais 10 fois trop de photos. Donc voilà, je vous montre cette photo. C'est le jardin dans lequel j'ai appris à jardiner, le jardin de Valmaubrune, donc dans la Creuse. Ça n'est que des espèces indigènes, endémiques. On est dans un jardin, c'est une vallée humide, deux collines sur le dessus. On est sur un sol donc on est, si je dis pas de bêtises, sur la chaîne hercynienne, la même que nous en fait en armorique, quoi. Donc on a des sols qui se ressemblent en fait. Et c'est là-bas, c'est un peu mon but en tant moi que jardinier, que paysagiste, de réussir à sculpter parfaitement ce que la nature, quand elle va bien, peut nous donner et d'accompagner au maximum en fait le mouvement naturel d'un sol. Là, on a des persicaires, des salicaires, des eupatoires, des fougères, des carex, des saules, des aulnes. Déjà, apprendre pour moi ce qu'était un milieu, dans quel milieu je jardinais, où est-ce que je posais les pieds, réussir à sculpter, à faire confiance à mon regard, voir la lumière, comment elle allait se jeter dessus, avant même de me demander de façon un peu orgueilleuse qu'est-ce que je vais pouvoir y mettre, qu'est-ce que j'ai vu comme belle image sur Pinterest, sur Instagram, comment est-ce que je me projette un peu violemment sur un terrain. Voilà, je préfère me dire, bon, je prends ce temps de recul. Idéalement, si la nature suit son cycle, son mouvement, qu'est-ce qu'elle peut m'offrir et est-ce que c'est déjà pas suffisant? Par mon histoire personnelle, j'ai enfant beaucoup bougé dans beaucoup d'endroits.
Et à chaque fois, ça m'est venu après cette réflexion, mais c'est de voir la nature en fait à tel ou tel endroit qui m'indiquait où j'étais. Et souvent, quand on a l'habitude d'un endroit, quand ça fait longtemps qu'on y est, on se rend plus compte de la beauté qu'elle a à nous offrir. Et notre œil, en fait, se lasse naturellement. On est humain, on a toujours besoin de nouveautés. Mais du coup, je trouve ça quand même important, intéressant, de se demander comment on peut magnifier une nature qui se présente à nous naturellement et comment, en fait, on peut témoigner de la beauté, de l'imagination, voilà, insuffler ce genre de choses dans un jardin. Bon, je passe, voilà, c'est voilà, comment un sol, quand il est bien traité, quand il n'est pas retourné, quand il va au bout de son expression, en fait, comment on peut travailler les lignes, les couleurs, les profondeurs de champ, etc. Je passe. J'ai mis vraiment beaucoup de photos, ça va pas. Juste vous montrer ça, c'est dans mon potager. C'était dans mon potager quand j'habitais en Brière, donc à Herbignac. J'ai du coup voulu travailler mon potager selon les principes de l'agroécologie, c'est-à-dire par des successions en fait d'apports carbonés, azotés, travail avec les engrais verts. C'est clair pour tout le monde ça ou pas non, pas forcément. Un sol, en tout cas un potager, a besoin de carbone, donc les matières sèches qui vont un peu donner la texture au sol. Là, si on est sur un sol très argileux, on va avoir besoin de recréer comme du terreau en fait sur le dessus pour l'alléger, pour lui donner une consistance dans le cadre d'un potager, mais ça peut être de certaines fleurs, de certaines vivaces, apporter une porosité plus importante, que l'eau passe mieux, que les racines en fait des végétaux aillent plus profondément, plus rapidement. Et puis donc d'azote pour en fait nourrir du coup les bactéries du sol, pour amener de la vie dans le sol et faire en sorte que toutes ces petites bêtes en fait viennent manger le carbone aussi, le transformer, enfin voilà, faire du terreau quoi en gros. Ça m'a je vous montre juste ça parce que en fait là on n'a que des plantes qui sont venues naturellement en fait à force de laisser certains endroits à leur vie. Et déjà en fait moi ça m'a permis en fait de dessiner mon jardin, de créer enfin voilà des motifs, des formes, etc. Là on a du fenouil, de l'onagre, on a des menthes qui sont arrivées. Déjà ça, en fait, je trouvais ça inspirant, je trouvais ça beaucoup. Travailler un sol vivant, pour moi, c'est connaître en fait son mouvement. Et il y a une notion que j'aime bien, c'est la notion de succession écologique. Un sol, quand il est, on peut prendre, on pourrait prendre du bitume, on pourrait prendre en fait un endroit dans la rue en fait qu'on laisse comme ça, enfin voilà, qu'on laisse se débrouiller avec en fait la matière organique, avec un sol en fait qui va gonfler, donc toujours selon les mêmes schémas, les mêmes images que Can a montré tout à l'heure et puis celui que je vous ai montré tout à l'heure. Quand on part en fait d'un sol qui est très peu profond, où il y a pratiquement que la roche, et qu'on va vers une augmentation en fait de sa profondeur. On part de la prairie, on va vers un milieu qui serait plus dominé par la prairie où il y a les annuels, les bisannuels, les graminées. Ensuite, on va vers les vivaces, vers les arbrisseaux, les plantes pionnières. Ensuite, on va sur la lande ou sur les arbustes. Et ensuite, on va sur la forêt avec toujours dans cette évolution des arbres avec des bois plus ou moins durs. Connaître ça, ça permet
parce que c'est un gros volet de mon travail, d'accompagner en fait un jardin dans la bonne direction, selon ce qu'on souhaite, selon ce qu'on veut. De savoir que si on veut laisser un endroit en prairie, mais qu'on veut que la biodiversité augmente, on va peut-être rester à cet endroit-là, à un moment donné faucher, enlever la matière pour ne pas créer trop de sol, pour rester sur une prairie, que si on laisse la prairie vivre, on sait qu'on va partir vers la forêt, quoi. On peut se servir de ça aussi pour créer de la matière, quelle matière on veut. Je sais que je travaille beaucoup avec, moi pour créer de la vie dans un sol, je me sers beaucoup de la famille des Fabacées. Donc c'est tout ce qui va être dans la famille des Fabacées. Il y a par exemple les haricots, les petits pois, mais il y a aussi les ajoncs, les genêts, il y a les robiniers. C'est une famille en fait qui capte l'azote de l'air, même si elle a un sol qui est assez pauvre, et la restitue au sol. Donc on peut créer de la richesse et de la vie assez rapidement en se servant de cette famille de végétaux. Et je sais que dans les jardins que je suis, je vais souvent me servir en fait des genêts, par exemple, que je vais broyer pour en faire de la matière en fait euh, très vite compostable, dégradable, riche et qui va servir en paillage en fait à nourrir les nouvelles plantations. Voilà. Donc connaître ces mouvements-là en fait permet de mieux gérer un sol. Un sol vivant, ouais. J'aime beaucoup cette image parce que on pense jamais à l'hiver dans un jardin et dans la conception d'un jardin. Donc dans le sol, il y a aussi tout ce qui est protégé sur la surface du dessus pendant l'hiver. En fait, apprendre à sculpter le sec, ce qui peut paraître triste, apprendre à donner une couleur, une identité à chaque saison. C'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Dans les fleurs et les herbes sèches en hiver, il y a les papillons de l'année suivante, il y a les araignées, il y a les coccinelles, enfin voilà, il y a tout un tas d'êtres vivants en fait qui se protègent. Donc voilà, c'est aussi un élément esthétique pour moi si on apprend à le dessiner, à le sauvegarder et voilà, c'est une petite réflexion. Ça fait comme des cathédrales aussi l'hiver quand il y a le givre dedans et qu'il y a une toile d'araignée qui est entre deux grandes herbes. Voilà, il y a des choses très jolies. Bon, ça c'est des... Ouais,